Bonjour tout le monde, il y a fort longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, alors j'espère que vous m'entendrez correctement parce que pour une fois le caméscope est à une certaine, t'as entendu, hein, et à une certaine distance de moi, et donc du coup je ne sais pas si au niveau du son ça sera assez correct, voilà, donc je vais essayer de parler relativement fort. Voilà, le sujet d'aujourd'hui c'est quoi? C'est la serre. Vous allez me dire la serre, machin, technique, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, bref. Je m'explique. J'ai une personne qui discute de temps en temps avec moi, sur le groupe Sirob notamment, par rapport à un projet de serre et la meilleure capacité, enfin la meilleure possibilité, les meilleurs moyens, pardon, qu'il y aurait donc à faire chauffer cette serre. C'est du one shot, hein, donc cherchez pas, il y aura peut-être des fautes de syntaxe un peu partout. Donc je vais vous présenter déjà ce que je compte installer dans la serre. Donc c'est un petit chauffage que l'on retrouve dans beaucoup de vidéos font mention en ce moment. Ce sont des chauffages de ce type là, d'accord, qui fonctionnent par une petite alimentation électrique mais surtout au gasoil, d'accord. Donc ce sont, je ne sais plus le nom que ça porte. Il y a une marque relativement connue, alors ça c'est un modèle chinois qui m'a coûté une centaine d'euros. La construction est relativement simple en fait. Voilà. Donc ça c'est l'entrée d'air. Et voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si vous voulez plus de détails, il y a d'autres chaînes. Alors vous cherchez Diesel Heater notamment, si vous parlez un peu anglais. Voilà, donc c'est relativement simple, hein. C'est une chambre de combustion, un moteur avec une soufflerie, un axe, un gicleur à l'intérieur qui permet de brasser de l'air à l'intérieur, donc d'aspirer de l'air. Et donc on aspire de l'air par là, hein, et on souffle les gaz brûlés par ici. Voilà. Donc c'est un dispositif relativement modeste en coût, c'est une centaine d'euros. Enfin moi j'ai eu une petite promo, on va dire j'ai bénéficié d'un tarif intéressant, donc je l'ai payé 105 euros, voilà, très précisément. Frais de port inclus. Donc ça c'est destiné à aller dans la serre, dans une petite annexe de la serre que je suis en train de fabriquer, dans laquelle se trouvera notamment ceci, et puis de l'électronique, et puis un certain nombre de choses. Alors dans le kit on y trouve également donc un tuyau d'échappement. Voilà. Donc l'avantage c'est qu'il est souple, donc on peut le binder. Bon, il est arrivé, il était plié, donc moi je l'ai détordu, d'accord, pour pouvoir le replier là où je souhaite par la suite. Donc c'est flexible, hein, et une fois qu'on lui a donné sa forme, il a tendance à la garder, hein, c'est le but du jeu. C'est en inox, voilà, donc ça craint pas forcément l'oxydation. Le truc qui m'a fait le plus rire dans ce kit, si je le retrouve, c'est pas du tout préparé hein, comme vidéo, c'est juste pour, comme dirait l'autre, flatter l'algorithme de machin. Enfin bon, moi j'en ai rien à foutre, je suis pas professionnel dans le domaine. Il y a un tout petit pot d'échappement, je sais pas ce que j'en ai foutu, j'ai dû le prendre et le sortir. Ah oui, parce que j'avais trouvé qu'il y avait des... Bon bref, c'était le truc qui m'avait fait le plus rire, parce qu'en fait c'est un tout petit pot d'échappement. Enfin c'est un silencieux, ils appellent ça le silencieux. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Bref, on s'en fout. Alors on trouve, toujours dans le même kit, hein, dans celui que j'ai trouvé, alors on peut trouver des kits faits et conçus de façon différente. Donc là, sortie d'air avec séparateur, du câble, donc les câbles d'alimentation et autres trucs. Voilà. Une pompe, voilà, qui est donnée pour, c'est une HD19, une 2212. Voilà. Et puis le remote. Donc ça je pense que je vais probablement essayer d'étudier un petit peu la question notamment du bus de communication et faire en sorte qu'éventuellement je puisse piloter le dispositif par le biais d'un ESP32 ou d'un Arduino ou d'autres dispositifs peut-être plus évolués même sur du RP par exemple. Pour gérer l'intégralité de la serre, son hygrométrie, la quantité d'eau, l'ouverture des vannes pour l'alimentation de chacun des pots. Parce qu'en fait moi j'ai opté pour des pots séparés, donc je devrais normalement avoir autant de petites électrovannes qu'il y a de pots, donc il y a 12 pots, donc 12 électrovannes, mais par contre un seul moteur, enfin pour la pompe.
Il y a un filtre, il y a du caoutchouc, un tube caoutchouc pour faire les raccordements, des fixations, de la visserie, des colliers rapides, un filtre à air, voilà, et puis du PETF, du PTFE en tuyau, et le réservoir, donc qui a une contenance de 10 litres. Voilà. Alors, en anglais, c'est un petit peu spécialisé, je dirais, dans ce type de vidéo par rapport à ce genre de produit. Il en a fait un petit peu sa spécialité où il fait des tas d'expériences, et moi j'ai trouvé que ces expériences c'était bien joli, mais ça allait pas dans le sens de ce que j'imaginais faire moi, personnellement. Alors je sais pas si vous voyez le tableau qui est derrière. Non, puis de toute façon, le tableau qui est derrière, en fait, il correspond pas à ce que je faisais, c'est encore un autre projet. Voilà. Alors, le but du jeu. Oups. Le but du jeu, je disais. Voilà, merci. Le but du jeu, c'est en fait de récupérer un maximum de calories de ce dispositif. Et ce qui m'embête sur ce dispositif, c'est que c'est bien, on chauffe de l'air, mais les gaz d'échappement sont très très chauds en sortie. De ce que je regardais de la vidéo de l'anglais, les gaz d'échappement dépassent allègrement les 150 degrés. Et c'est dommage, parce qu'en définitive, ces gaz, ça représente de l'énergie. Donc, je prévois de faire un échangeur thermique relativement simple. Donc là, admettons qu'on ait notre sortie du diesel heater. Voilà. Bon, je dessine pas très bien, hein. Voilà, mais c'est grossier. Hop. Ici, on a l'entrée d'air, le carburant. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la sortie. On sait qu'on est en très très grosse température. Donc du coup, ce que je compte faire, c'est récupérer en fait cette sortie de gaz chaud et de l'envoyer en fait dans un tube dans lequel ici je ferai circuler notamment de l'eau. Voilà. Et ici mes gaz chauds seront dans un autre tube séparé, voilà, avec une pompe. Donc l'eau rentre ici, éventuellement ça tournera ici avec des spires. Voilà. L'eau chaude ressortira et ira alimenter une cuve dans laquelle je stocke l'eau avec laquelle j'arrose les plantes. Mais la cuve en elle-même, elle disposera... Mais il écrit pas ce feutre. Il écrit celui-là. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc ça c'est ma cuve à eau. On va dire que l'eau est à peu près là. D'accord. Et donc la sortie d'eau chaude ici, c'est relativement simple, hein, ira hop, au fond avec un serpentin, hop, remontera, sortira et retournera ici via une pompe, hop, voilà, pour refaire le circuit. Super, mais une fois que ta cuve elle est chaude, surtout que ma cuve elle n'est pas dans la serre, elle est à l'extérieur de la serre, donc il est prévu qu'elle soit comment dire, isolée d'une manière différente, enfin d'une manière quelconque. Mais le niveau d'eau ici par contre lui il peut être variable, d'accord, parce qu'en définitive je m'appuie un petit peu sur l'eau de récupération de pluie. Cette serre est quasiment autonome à 100% à l'exception de la chauffe qui elle se fera par du gasoil ou de l'huile de récupération ou bref, je trouverai un moyen en tout cas pour que ça ne coûte pas trop cher. Et le principe, c'est que comme mon eau est variable et que je souhaite récupérer la chaleur, sachant que la chaleur a une tendance à monter, d'accord, donc la cuve au fond est toujours plus froide que l'eau qui est ici, d'accord, ce qu'on va faire, l'eau elle est plus chaude ici qu'en bas. C'est une des lois de la physique, c'est comme ça, j'y peux rien. Donc le but du jeu, c'est d'ici avoir un flotteur, voilà, avec ici, hop, et puis des tuyaux souples, voilà, prévus effectivement pour suivre le niveau d'eau. Donc en fonction du niveau d'eau, en fait, le flotteur montera ou descendra, mais quel que soit le niveau d'eau, je pourrai toujours récupérer en fait la chaleur qui se trouve juste en dessous du flotteur grâce à la bobine, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Grâce au second échangeur thermique. Effectivement, cette cuve sera fermée pour conserver le maximum de chaleur.
Donc ici, je devrais pouvoir suivre mon niveau d'eau et stocker une quantité d'énergie plus ou moins importante en fonction de la hauteur du niveau d'eau. Et à partir de là, ces tuyaux, qui seront, je présume, en silicone, seront raccordés à un autre dispositif avec de simples petits chauffages, comme on peut trouver sur eBay, enfin sur internet pour pas cher, vous savez, pour les ordinateurs, pour faire du water cooling ou ce genre de choses. Donc 2 ou 3 dispositifs placés dans la serre, de façon à récupérer l'énergie que j'aurais stockée sous forme de chaleur dans cette cuve et avoir une diffusion lente une fois que le chauffage, qui lui produit de l'air chaud se sera arrêté. Donc je chauffe ma serre rapidement grâce à l'air chaud, et 2, je maintiens une température grâce au stockage thermique que j'aurais fait dans la cuve à eau. Et je récupère un maximum de calories émises par le diesel-heater, par le chauffage gasoil. Voilà. Donc c'est un petit peu le but de la manœuvre, c'est d'essayer d'être le plus économique, enfin le plus économique et de trouver le moyen de récupérer le plus d'énergie possible pour la redistribuer par la suite. Alors la serre est bien isolée, aussi bien qu'on puisse isoler une serre à 200 balles. Voilà. Donc il y a du silicone sur les plastiques, machin, il y a très peu d'air qui circule, pour le moment en tout cas. Après il y aura des systèmes de circulation d'air qui seront mis en place. Mais bon bref. Et deuxième truc que je me suis dit, c'est bien, mais ton air chaud, est-ce qu'il est bien refroidi une fois qu'il est sorti de ce premier échangeur thermique? Alors ça, je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, si celui-ci est encore à une température supérieure à la température de l'air que je vais injecter dans le diesel-heater, je ferai un dispositif avec un autre échangeur thermique qui lui échangera, bon on va faire ça simple, hein. Ça c'est censé aller vers l'entrée d'air du diesel-heater, d'accord. Donc en gros, si vous voulez, avec le deuxième échangeur thermique, je réchauffe l'air qui va être injecté pour alimenter le diesel-heater. Donc j'aurai déjà un air un petit peu plus chaud que celui qui va rentrer. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir un air froid ou un air chaud? Ça, je dois avouer qu'en fonction de la dilatation des gaz, je me pose la question. Je pars du principe qu'un gaz froid, étant plus condensé, contient plus d'oxygène. Mais il y a peut-être d'autres choses que je ne prends pas en considération. Je ne sais pas. Ou je ne sais pas, tout simplement. Voilà, donc le but du jeu en fait il est un petit peu là. Alors on m'a suggéré différentes méthodes, différents trucs, notamment le panneau solaire. Alors le panneau solaire j'en ai déjà un, certes c'est pas un très gros panneau solaire, mais il a un certain volume. Alors le panneau que j'utilise c'est un panneau de silicium, j'ai perdu le nom, c'est pas du amorphe, c'est du... bon, on s'en fout. Bref, c'est pas celui qui a le meilleur rendement, mais c'est un qui fonctionne à peu près correctement sur des météos très diverses. Comme moi je suis dans le sud, je peux pas me permettre d'avoir des panneaux en silicium. Mince, je perds tous les noms. C'est pour ça qu'en général les autres ils préparent leurs vidéos. Mais bon bref, c'est pas grave. Après le amorphe, j'en ai aussi, hein, qui sont énormes. Ils font 75 watts. L'avantage du amorphe c'est qu'il produit quasiment toujours. Dès qu'il y a de la luminosité, il arrive à produire de l'énergie. Contrairement aux autres panneaux dont je dispose, qui eux nécessitent de la lumière intense pour pouvoir produire de l'énergie. Donc voilà, chauffer une serre en électrique lorsqu'elle ne dispose pas d'alimentation électrique, ça nécessite notamment en hiver une couverture de panneaux relativement importante et un stockage d'énergie électrique important aussi. Sachant que c'est un usage, je dirais, quasi direct et pas forcément très efficace. La chauffe électrique, c'est pas ce qu'on peut appeler de plus efficace. Surtout sur des systèmes autonomes type batterie et ce genre de choses.
Les batteries tiennent longtemps quand on les sollicite pas de trop en apport de courant. Voilà, bon bah c'était à peu près tout. Qu'est-ce que j'aurais pu vous leur dire d'autre? Ah oui, il y a un sujet que j'aimerais bien traiter, qui je pense intéressera un certain nombre d'entre vous. C'est le mythe du panneau solaire écologique. Alors ça c'est un truc qui me gonfle passablement. D'ailleurs non, en fait ça ne sera pas le sujet d'une autre vidéo. Je vais aborder le sujet tout de suite parce qu'il faut que les gens comprennent bien qu'un panneau solaire n'a rien d'écologique. C'est fait avec du silicium, mais le silicium c'est pas du sable, d'accord, c'est de la silice, et c'est de la silice qui est assemblée à du carbone. Et il faut bien s'entendre que quand on dit carbone, c'est pas du carbone qu'on extrait de l'air, d'accord, c'est du pétrole, c'est du charbon, ok. Donc pour faire 1 tonne de silicium, d'accord, il faut 3 tonnes de matériaux. Qu'on se le dise quand même. 3 tonnes de matériaux, donc il faut de la silice, il faut du bois, ouais, c'est curieux mais c'est comme ça, il faut du bois, et il faut du charbon. Alors soit du charbon coke, ce qu'on appelle du coke classique, ou du coke pétrole. Donc en général c'est un charbon de pétrole, c'est du pétrole qui est très 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 dur. Et tout ça est mélangé dans un four qui est immense. C'est des fours qui fonctionnent en règle générale de janvier, février, fin février, début mars, à peu près fin de l'été, on va dire août-septembre, jusqu'à septembre. Alors un seul de ces fours consomme à lui seul, pendant sa période de fonctionnement, l'équivalent de ce que consomme la ville de Paris pendant 1 an. D'accord. L'usine dans laquelle j'ai eu l'occasion de travailler, il y a plusieurs années de ça, dispose de 3 fours. 2 de ces fours sont immenses. Un seul de ces fours consomme ce que consomme Paris en 1 an. D'accord. Il dispose de 3 fours. Le plus petit des fours pourrait alimenter une ville comme Montpellier facilement pendant 1 an. Voilà, pendant sa durée de fonctionnement. La raison pour laquelle on ne fait fonctionner ces fours que pendant ces saisons-là, enfin que pendant la durée de mars à septembre, c'est simplement parce qu'en fait on utilise l'eau des barrages. Parce que la consommation énergétique de ces fours est très importante. Donc ce qu'ils font, c'est que ils attendent que les barrages soient pleins et que la neige commence à fondre pour pouvoir prendre de l'énergie. Et une fois que les barrages sont pratiquement vides, c'est-à-dire à la fin de l'été, la production s'arrête. Donc la production est extrêmement intense. Comment ça se passe? Ça se passe comme ça, en fait. C'est pratique d'avoir une main. Vous avez un four. C'est une cuve, hein, tout simplement. Ici, avec une trappe qu'on peut ouvrir. Notamment ici et là. Ici, sur la couronne du four, qui fait à peu près, si je me souviens bien, 23 mètres de diamètre. D'accord. Ici, tout autour, on va mettre du gaz pour la préchauffe du four. Pour la préchauffe et le maintien de la température extérieure de la cuve. D'accord. Il faut savoir quand même que pour fabriquer du silicium, il faut monter au-dessus, et quand je dis bien au-dessus, c'est-à-dire que la température de fusion du silicium, c'est 2200 degrés. D'accord. Mais pour le fabriquer, le silicium, il faut monter aux alentours de 2600-2700 degrés. Et c'est pas rien, c'est une sacrée consommation d'énergie. Donc du gaz pour chauffer la cuve. Mais on ne va pas faire une température aussi importante qu'avec du gaz. Donc on va utiliser l'électricité, ce que je disais tout à l'heure. L'électricité, on va avoir des électrodes, ici. Qui seront au nombre de 3. Puisqu'en fait c'est du triphasé qui arrive dessus. Chacune de ces électrodes a une tension de 1 volt. Ouais, c'est tout, 1 volt. 90 000 ampères par électrode. Juste comme ça.
C'est 1 volt 90 000 ampères par électrode. Et elles sont situées de manière équidistante en forme de triangle. Elles sont dans un matériel, dans des matériaux très particuliers dont la recette est top secrète. Pour éviter des problèmes d'espionnage industriel, forcément ils ne vont pas vous dire en quoi sont faits les électrodes. Mais j'ai vu les électrodes, j'en ai même touché une alors que le four fonctionnait, j'étais au-dessus du four. On ne sent absolument rien. 1 volt, il y a beau avoir 90 000 ampères qui circulent entre l'électrode et la cuve. Et oui, parce que c'est pas entre les électrodes, hein. C'est entre l'électrode et la cuve. D'accord. Donc il y a effectivement des courants qui circulent là, mais il y a des courants qui circulent de l'électrode à la cuve. Voilà. Donc il faut savoir que c'est extrêmement vorace en énergie de fabriquer du silicium. Le silicium, c'est très loin d'être écologique, faut le savoir. Donc on utilise du silicium et je suis le premier à dire que les panneaux solaires c'est super, mais de là à dire que le panneau solaire c'est ce qu'il y a de révolutionnaire en termes d'équivalent carbone, parce que le bois, faut l'amener quand même à l'usine. Les cailloux, la silice, ça vient pas d'à côté de l'usine, hein. C'est pas n'importe quel silice, c'est pas du sable comme on vous le fait croire, c'est pas du sable qui vient du désert. Non, 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 il y a des carrières très spécialisées en Finlande, en Italie, qui produisent du quartz, de la silice, pour alimenter ces fours. Et ce sont des carrières qui sont énormes, d'accord ? Donc il faut du pétrole, il faut du charbon, il faut du bois, il faut de la silice sous différentes formes, et il faut aux alentours de 3 tonnes pour fabriquer 1 tonne de silicium. Et encore, c'est pas du silicium pur, parce qu'après il faut l'affiner, le silicium. Donc soit c'est du silicium qui va être utilisé dans l'industrie type automobile, pour fabriquer les jantes en alliage, pour fabriquer les moteurs en aluminium, pour les rendre cassants, on va ajouter du silicium dans le mélange de l'aluminium, de façon à ce qu'en cas de choc, quand le moteur, au lieu que le moteur vous rentre dans les jambes, votre moteur va exploser en plein de petits milliers de morceaux et va se retrouver éparpillé sur la route. Voilà. On s'en sert pour énormément de choses, du silicium. On en met aussi dans des casseroles, dans tout ce qui est des alliages, une grande quantité des alliages d'aluminium contiennent, une grande quantité, oui, contient du silicium. On utilise notamment pour fabriquer des gants, pour fabriquer des gels, pour fabriquer tout plein de choses, d'accord ? Le silicium qu'on va devoir utiliser pour faire les panneaux solaires, il va falloir le raffiner. Et ça aussi, ça consomme de l'énergie. Voilà. Vouloir mettre du panneau solaire partout tout de suite, je dis ok, hein. Je dis ok, mais il faut juste avoir conscience que le panneau solaire, c'est pas que du sable, d'accord. Il faut beaucoup d'énergie pour le réaliser, d'accord. Et il faut beaucoup de matériaux, notamment fossiles, pour pouvoir réaliser le silicium. C'est extrêmement important la quantité de carbone qu'il faut ajouter au four, sans parler de la quantité de carbone qui est perdue lors de la combustion, qui va s'envoler en fumée, qui sera pas... Donc en général, je crois que c'est à peu près 2 fois ou 2 fois et demi la quantité de carbone qu'on apporte sous différentes formes par rapport à 1/3 de silice. Voilà, enfin c'est quelque chose de très important. C'est très conséquent. Donc voilà. Donc ça, faut le savoir. Le silicium, c'est pas le produit miracle. C'est pas le truc miracle, quoi. Enfin, quand les gens me disent ouais, les panneaux solaires c'est écologique, il faut voir qu'il y a un bilan carbone qui est extrêmement lourd pour pouvoir réaliser ces trucs. Sans parler, ce que je disais, des transports qui se font généralement par train et par camion. Donc tout ça, c'est un bilan carbone qui est très important. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait un peu le tour. Si ce sujet des panneaux solaires, et notamment de la fabrication du silicium, vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo spécifique à ça. Mais bon, je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Et encore, je crois que l'histoire des 90 000 ampères, je suis même pas sûr que je me trompe pas d'un zéro. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc voilà, bon bref. Ceci dit, j'espère que vous avez compris le principe pour la serre. Et puis, c'était encore un one-shot spécial. One-shot... Bon, en fait, je suis en train de m'embrouiller et je sais plus trop quoi dire pour finir la vidéo. Donc, genre un truc du style... Abonnez-vous et appuyez sur la cloche, s'il vous plaît, j'ai pas d'abonnés.